Bonjour, donc dans la capsule ici, on va appliquer ce qu'on a vu sur la programmation dynamique à un type de système particulier, un système où nos états et nos actions sont discrètes. Donc, il y a plusieurs processus décisionnels dans la vie qui impliquent des actions et des états discrets. Donc, quand on a des états et des actions discrets, et la deuxième condition, que notre évolution du système, donc si on a une équation dynamique, est déterministe. Qu'est-ce que j'entends par déterministe? C'est que l'état suivant est juste basé sur l'état présent et l'action qu'on prend à un moment donné. Donc, ça veut dire en fait qu'il n'y a pas rien d'aléatoire dans le processus. On va voir plus tard dans les autres capsules comment faire quand on a une variable aléatoire qui est inclue dans le système. Mais dans le contexte actuel, si on a ces deux choses-là, on peut voir ce problème-là comme un problème de navigation sur un graphe. Donc, on peut voir nos états comme des nœuds et nos actions comme des arcs qui nous amènent vers un autre nœud. Et notre problème de prendre des décisions optimales pour minimiser un coût, on peut ramener ça à, c'est équivalent à voir ça comme un problème de trouver le chemin le plus court sur un graphe, comme ici je l'illustre, pour lequel nos nœuds, c'est les états et nos actions, c'est les arcs. Et comme on va le voir dans une seconde, notre fonction de coût, pour que ça soit équivalent à trouver le chemin le plus court, c'est que chaque longueur d'arc va devenir notre coût qu'on cherche à minimiser. Donc comment, si j'ai un système distrait, comment traduire ça, faire le lien entre un graphique comme ça et mon problème initial? Donc, premièrement, on notait dans les autres capsules l'état actuel de façon très générale comme un vecteur ou une variable scalaire x, qui peut être continue ou discrète. Dans le cas spécifique où j'ai un nombre fini d'états sur lesquels je peux me trouver, nos états vont être ici des nœuds, et on va leur donner un index qui va être l'index i ici. Donc par exemple, ici, mes états, je pourrais les numéroter, c'est l'état 1, 2, 3, 4. J'ai 10 possibilités, 10 situations que je peux me retrouver pour cet état-là. Ensuite, l'état futur, quand je prends une action, ce qu'on notait xk plus 1, on va le noter dans cette façon de faire-là comme le nœud index j. Donc, ici, pour une certaine action, mon nœud i, ce serait 1, puis mon nœud j, ce serait 3. Ensuite, les actions dans ce contexte-là, dans le contexte général, on était nos actions u de k, donc un vecteur qui peut être une force pour le robot, une décision discrète dans un autre contexte. Ici, ça va être juste des décisions discrètes qui sont possibles. Puis comme notre système est déterministe, notre décision elle peut juste nous amener à un endroit, à un nœud futur. Donc on va noter en fait notre action par le nœud sur lequel notre action nous amène. Et on peut voir les actions comme les arcs ici sur mon graphique, c'est les déplacements possibles d'un nœud i vers un nœud j. Donc l'arc, on peut le voir, c'est l'arc i, j, c'est l'action ici que je choisis. Et ensuite, dernière chose qui me manque pour mon équivalent, c'est la notion de coût. Donc on a vu que dans la structure qu'il nous faut, qu'est-ce qu'il faut définir pour appliquer notre algorithme de programmation dynamique, on a besoin d'un coût instantané qui dépend de l'état actuel et de l'action actuelle. Pour convertir notre problème en l'analogie d'un graphe, notre coût va devenir la longueur des arcs ici, qu'on va noter
longueur A, I, J, comme ça. Donc, par exemple, ici, supposons que j'ai des actions qui me permettent de faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Et que ici, le coût instantané de prendre l'action d'aller vers 2 à partir de l'état 1, si c'est 1, ben, on va dire que mon arc ici a une longueur 1. Si ici, ma décision d'aller vers 3 à partir de l'état 1, si c'est 3, ben, on va supposer que 3 c'est la longueur d'arc. Fait qu'on va avoir comme des chiffres qui pourraient être associés à différentes longueurs d'arc qui représentent en fait le coût de partir d'un nœud vers un nœud J ici. Donc maintenant, c'est quoi notre algorithme de programmation dynamique appliqué spécifiquement à ce contexte-là? Cette analogie-là va nous permettre de simplifier ça un petit peu, la notation d'équation. Donc on avait, dans le cas général, il faut commencer par la fin. On va commencer par déterminer un coût pour tous les nœuds. Ici, normalement, on écrivait xn, l'état final. Ici, on remplace nos x par les index des nœuds. Ici, qui va être un coût, on peut avoir un coût terminal associé à être sur le nœud I ici. On peut voir ça ici pour que l'analogie soit parfaite avec la question de trouver le chemin le plus court sur un graphe. Parfois, on va avoir besoin d'introduire la notion de un nœud spécial qui est un nœud terminal pour lequel je vais associer des coûts qui représentent le coût terminal ici que je veux considérer dans mon problème. Et ensuite, pour toutes les autres itérations, donc pour chaque nœud, je vais calculer mon fameux algorithme qui est minimisé par rapport à toutes les actions possibles, le coût G plus le coût à venir de tomber sur l'état suivant. Donc ça ici, j'écris la formule générale qu'on va pouvoir simplifier ici. Premièrement, ici, U, nos actions, on peut voir ça comme toutes les destinations J que je peux prendre à partir d'un certain nœud. Donc ici, j'aurais deux choix, j'aurais aller vers 2 ou aller vers 3. Fait que ici, ça va être en fait, on va minimiser en fonction des J qui peuvent être limités à un ensemble de nœuds destination possible à partir du nœud I. Donc ça, c'est un ensemble qui va dépendre de I. Donc, si on ferait le calcul pour le nœud 1 ici, l'ensemble possible, ce serait J égale 2 ou J égale 3. J'ai deux arcs qui partent du nœud 1. Maintenant, si on substitue GK ici, on a dit que GK c'était mes longueurs d'arc A, I, J. Si on veut être très général, on pourrait même considérer un cas où mes longueurs échangent en fonction de l'étape K. Mais de façon générale, on n'a pas cette dépendance-là. Et, ici, ça, il manquait un plus 1 ici. Et ici, le prochain nœud, ça correspond tout simplement au nœud J. Donc, vous voyez que mon algorithme est quand même simplifié quand on est rendu en format que mes nœuds, mes états, c'est des nœuds I, des index, et que mes coûts, c'est tout simplement des longueurs d'arc d'aller de I vers J. L'algorithme, il prend une tournure simplifiée. Donc, par exemple, si on ferait un exemple de ce calcul-là à une étape, supposons que je suis au nœud 2, puis que mon coût à venir ici pour le moment c'est 10, puis sur ce nœud-là pour le moment ça serait, mettons, 100.
faire cette étape-là ici, ça consisterait en dire, je vais prendre le minimum en fonction de J égale, on a deux options, soit aller vers 3, soit aller vers 4, de AIJ plus JK plus 1 de J. Fait que les deux options ici, ça serait le min de si J égale à 3 ici, on va vers 3, on aura un coût instantané de 2, longueur de 2, plus, ici j'ai dit que on avait 100 comme coût à venir ici. Et ici, on aurait un coût instantané de 10, plus un coût à venir de 10. Ça serait pour aller vers le nœud 3, ça serait pour aller vers le nœud 4. Donc le minimum ici, ça serait 20, avec l'action optimale qui est ici d'aller vers le nœud 4. Fait que c'est ça, d'appliquer ça sur un graphe. Ça ressemble un peu à ça, un petit exemple ici. Donc, petit point d'information par rapport à faire ce problème-là dans le contexte où nos états et nos actions sont discrètes, c'est que si nos longueurs d'arc sont définies comme tout le temps positives ou non négatives, je devrais dire, ça, à partir d'un certain nombre d'itérations en arrière, ça va converger vers une valeur de coût à venir qui va être stable. Et l'action optimale aussi va converger vers une action optimale à partir d'un certain nombre de pas qu'on recule dans le temps. Et ce nombre de pas-là, au maximum, ça peut être le nombre de nœuds dans le graphique. Donc si ça c'est positif, on va converger en nombre de nœuds dans mon graphique ou moins. C'est possible que à partir d'un certain nombre de pas en arrière avec nos itérations, nos valeurs de coût à venir arrêtent de changer. Si toutes nos valeurs arrêtent de changer, on pourrait terminer l'algorithme. On a déjà convergé, même si on a fait moins que le nombre de nœuds d'étapes pour reculer dans le temps. Dernier point aussi par rapport à comment interpréter le coût à venir en fonction de longueur d'un chemin sur notre graphe équivalent ici, c'est que le coût à venir à l'étape K du nœud I, ça correspond à c'est le coût ou la longueur du chemin optimal. Si on prend toutes les actions optimales dans le futur, à partir du nœud I. Donc le coût à venir dépend du nœud sur lequel on est. Et petit détail ici en n-k étapes. Donc si on fait plein d'itérations puis qu'on a convergé, ça représente le chemin le plus court à prendre si j'ai autant d'étapes que je veux dans le futur pour me rendre sur ma cible. Si on a juste pris quelques itérations en arrière, mettons que je dis 3 itérations en arrière, ben ça va représenter le chemin le plus court pour me rendre à la cible si j'ai juste 3 étapes ou moins pour me rendre à la cible. Donc, on peut comprendre un peu le principe des itérations. Mettons que je recule 10 pas dans le temps, je vais avoir le chemin le plus court avec la contrainte de prendre 10 étapes, avec seulement 10 étapes à prendre dans le futur. Donc, c'est pour ça qu'on va converger au maximum le nombre de nœuds dans le graphique, parce que si on converge exactement en... Mettons que j'ai 100 nœuds dans mon graphique
et que je converge en 100 étapes, ça veut dire que le chemin optimal, c'est un chemin spécial qui passe par les 100 nœuds de mon graphique. Fait que dans la plupart des cas, la convergence va arriver bien avant qu'on se rende au nombre total de nœuds dans le graphique. Donc ici, j'ai 3 petits exemples juste pour donner un peu l'idée générale comme quoi, de façon très générale, on est capable de convertir n'importe quel problème dans un problème de chemin le plus court sur un graphe, à condition de travailler avec des états actions discrètes et un système qui est déterministe. Donc celui qui est peut-être le plus évident, c'est un problème de navigation qui, l'analogie est la plus directe avec un graphe. Donc on peut penser à notre navigation GPS dans notre voiture, c'est quoi qu'elle fait en arrière pour nous trouver un chemin le plus court. Donc on peut voir ça comme une discrétisation d'endroits possibles qu'on peut être sur une carte discrète. Et donc on peut voir ça comme j'ai des nœuds sur lesquels je me trouve. Puis on pourrait estimer soit une durée qui pourrait être notre coût, si on veut minimiser la durée, ou bien on peut voir ça comme ça pourrait être le kilométrage. Si on veut juste minimiser le kilométrage, on pourrait minimiser une consommation. On pourrait jouer avec la fonction de coût selon notre objectif, mais on voit qu'ici que c'est directement un problème de choix d'action discrète qui nous amène à des états discrets sur un graphe comme ça. Petite note par rapport à un problème comme ça, l'algorithme de programmation dynamique est efficace pour résoudre des problèmes de navigation sur une carte comme ça, mais il y a d'autres algorithmes plus performants en termes de coût de calcul. On peut penser à A étoile par exemple. Donc si on a de l'information sur une contrainte supérieure ou inférieure pour chacun de nos nœuds par rapport à ça. Dans le cas de la navigation par exemple, on sait que de là à là, ça ne pourra pas être un chemin plus court que le vol d'oiseau direct. Donc ça, c'est une information qui est utilisée pour éviter d'avoir à explorer certaines branches du graphique. Aussi, particulièrement pour l'algorithme de programmation dynamique, on va calculer le chemin le plus court à partir de tous les nœuds possibles. De la façon que l'algorithme fonctionne, c'est comme si on calcule d'avance, peu importe où je me trouve sur la carte, je vais avoir les actions optimales à prendre pour me rendre à ma destination. Tandis que dans la vraie vie, pour un problème de navigation, on s'intéresse juste à la solution à partir d'un point de départ. Donc, cet algorithme-là peut être un peu superflu avec trop de calculs pour les besoins de notre objectif. On peut regarder aussi un problème de contrôler un système dynamique. Donc ici, un système simple où j'aurais une masse à déplacer avec une force. Ça peut nous sembler loin de naviguer sur un graphique, mais supposons qu'on regarde un peu plus en détail. Si je discrétise les forces que je peux appliquer sur mon système, par exemple à une position et une vitesse donnée, je vais avoir, si j'ai le choix entre 3 niveaux de force que je peux appliquer sur mon système, on peut voir ça comme des arcs discrets qui m'amènent à un autre point en termes de position et en termes de vitesse. Donc, ici, une masse avec juste 1 degré de liberté, ça a 2 états continus, mais on pourrait les discrétiser comme sur une grille. Où chaque nœud représente une position et une vitesse donnée. Et je peux voir ensuite le problème de faire un contrôleur pour ma masse ici, comme le problème de trouver mon chemin sur un graphique qui correspond à tous les états de position-vitesse possibles de mon système. Donc on peut voir que le chemin ici, ça correspondrait à appliquer de la force, pas de force, de la force négative comme ça, pour positionner, pour faire avancer la masse de 1, 2, 3 unités de position ici. Un des problèmes avec ça pour un système continu, c'est pas évident de bien discrétiser un système continu et ça va amener des problèmes. On va en parler un peu plus tard dans le cours. Et ici, dernière grande catégorie, il y a tout un domaine qui est la recherche opérationnelle
qui s'intéresse à comment bien planifier une séquence d'opérations. Donc, supposons que j'ai une recette de cuisine, je dois faire cuire des œufs, je dois mélanger les œufs avec quelque chose, faire chauffer du beurre dans une poêle, puis faire cuire des oignons dans la poêle, par exemple. Fait que j'ai une séquence d'opérations, puis j'ai des contraintes que je ne peux pas faire certaines opérations une avant l'autre. Ben, on pourrait modéliser ça comme un graphe avec des nœuds discrets et des actions discrètes. Donc, ça serait un nœud de départ. Ensuite, je peux commencer ici par faire l'opération A ou bien l'opération C. Et ensuite, à partir de l'opération A, je peux décider de faire B tout de suite. Donc, j'aurai A, B qui sont effectués. Ou bien d'aller faire C après. Etc. On peut imaginer qu'on bâtit un arbre comme ça pour finalement arriver avec un état final où j'aurais complété toutes les opérations dans un ordre qui est potentiellement différent. Donc ça, il faudrait voir plus comme un nœud spécial, j'ai terminé. Donc vous voyez que ce qui est important pour convertir notre problème, c'est surtout de bien établir c'est quoi nos nœuds, c'est quoi nos états dans le système discret. Et à partir de ça, ben, l'arbre décisionnel se bâtit un peu naturellement. On va faire dans la prochaine capsule maintenant un exemple concret d'appliquer de A à Z notre algorithme pour un problème de navigation.